Alors, le sujet du jour, c'est l'open data et on l'a intitulé Cartographier votre succès en ligne. Alors déjà, pour commencer, l'open data, c'est quoi? C'est quoi l'open data? En français, ce sont des données ouvertes qui vont être accessibles et qu'on va pouvoir traiter. Alors, ce sont des données numériques dont l'usage et l'accès sont libres aux usagers. On verra tout à l'heure qu'il peut y avoir des restrictions au niveau de l'accès, mais d'une manière générale, ce sont des données qui vont être libres. Ce sont souvent des données d'origine publique, mais on peut aussi trouver des données d'origine privée. Quand je dis public, hein, c'est par exemple publié par les services de l'État, publié par une collectivité. Alors, ça peut être une mairie, un territoire, un département, la région. Et en fait, l'avantage de ces données, c'est que chacun va pouvoir librement y avoir accès et on va pouvoir utiliser ces données, les modifier, les rediffuser et je dirais quel qu'en soit son but. Et on va pouvoir, donc en fait, notre plus-value va être l'analyse de ces données qu'on a l'habitude de dire qui sont brutes. Alors, c'est quoi l'open data? En fait, c'est une philosophie qui date de plusieurs années. C'est une facilité d'accès aux données, à l'information. C'est un mouvement de défense des libertés et c'est tout simplement une politique publique. Et tout établissement public aujourd'hui a des obligations de publier ces données. Comme nous, par exemple, vous avez des obligations de publier les entreprises qui étaient inscrites au répertoire des métiers au niveau des chambres de métiers. Et donc, l'idée, c'est de permettre une exploitation de ce données. Et surtout, ça implique, quand les gens publient ces données dans l'open data, eh bien, qu'il y a un droit à pouvoir à réutiliser ces données. Ça, c'est le grand fondement, les grands principes de l'open data. Alors, avant de se lancer, je dirais, dans l'open data, avant d'aller voir un petit peu plus clair là-dessus, je vais vous donner quelques conseils. Déjà, lorsqu'on va récupérer des données, c'est toujours se poser la question qui publie ces données? Et en fait, quelle va être l'importance ou la fiabilité de ces données? Quel organisme va diffuser ces données? Quand est-ce que ces données ont été publiées? Du coup, quelle est leur validité? Et quelle est la pertinence des données par rapport au sujet que je vais vouloir traiter? Par exemple, quand on travaille dans le domaine des entreprises, malheureusement, il y a une date charnière, c'est 2020. Est-ce que c'est des données qui datent avant ou après 2020? Donc, en gros, avant ou après la crise Covid, parce que dans certains points, ça a pu changer nos pratiques et donc toujours de citer nos sources. Service de l'État publie énormément de données. Donc là, cet après-midi, on va vous communiquer plusieurs sites internet. Si vous n'avez pas le temps de les noter, c'est pas grave. Vous recevrez demain la présentation et vous aurez les adresses des différents liens que je vais présenter. Et par exemple, si on va sur le site data.gouv.fr, donc quand vous voyez un site gouv.fr, c'est un site du gouvernement, donc des données publiées par l'État. Si on va sur ce site internet, datagouv.fr, hop, je le publie, on tombe sur ce site, où on a des données relatives à l'agriculture, à l'alimentation, aux énergies, à l'éducation, et vous avez un petit bouton où c'est marqué toutes les thématiques, et là, vous allez voir qu'il y a énormément d'informations qui sont même classées après en sous-rubriques. Donc, énormément d'informations, par exemple, qui peuvent être disponibles sur le site de l'État. On verra, par exemple, je vous donnerai quelques exemples de données qui pourraient nous intéresser, mais l'objectif de ce webinaire, c'est pas de faire une liste à la Prévert de toutes les données dispo. Déjà, on n'en a pas les moyens, on n'en a pas les compétences, mais surtout de donner des clés pour utiliser ces données. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces notés? Déjà, avant de les utiliser, ce sera important de noter la source. Si par exemple, je veux refaire une analyse un peu plus tard pour suivre une évolution. Exemple, je veux refaire une analyse 2-3 ans après, eh ben, ce serait bien que je reprenne la même source de données pour voir l'évolution. Je conseille fortement, lorsqu'on fait des rapports ou des présentations, de mentionner la source de mes publications, de ces publications. Euh, Ça peut être important aussi pour justifier la fiabilité ou la validité des données. Et donc la démarche, en fait, ça va être de collecter les données, de lire les données, et surtout notre travail, ça va être de les analyser, de les interpréter, voire de les commenter.
Donc là, cet après-midi, je vais vous faire voir comment collecter et lire des données. Et après, il y aura tout un travail à faire d'analyse, de traitement de ces données. Alors, lorsqu'on parle d'open data, on parle de fichiers numériques. J'ai classé ça sous forme de deux grandes catégories. Les formats plutôt visuels, les formats graphiques. Ce sont des données qui vont être directement lisibles, exploitables depuis un logiciel ou surtout un site Internet. Et souvent, c'est mis à disposition par l'organisme qui a produit les données. Ça peut être aussi mis en forme par un autre organisme qui va mettre en forme les données, qui les a récupérées ailleurs et qui en donne la consultation, qui en facilite la consultation. Ça peut être des documents qui vont être disponibles au format PDF, donc des données qui vont être, pour faire simple, figées, qui ne vont pas être modifiées. Et on va prendre un exemple tout simple, le cadastre. J'ai besoin, par exemple, d'aller consulter des parcelles parce que je suis en train d'acheter un terrain ou de faire une acquisition immobilière ou un dossier qui me concerne un peu plus. Je suis en train de monter un dossier sur l'accessibilité. Eh bien, ici, vous avez une interface qui est graphique et on va aller pouvoir chercher la parcelle en partant de son département ou de sa commune, et toutes ces données sont libres et gratuites. Et vous voyez, c'est estampillé service de l'État, ministère de l'Action et des comptes publics. Donc, c'est des documents qui vont être directement exploitables. Et moi, je les ai classés dans les open data, données qui vont être consultables, données consultables, mais qui sont mises en forme graphiquement. Et on a aussi une autre source de données, ce qu'on appelle le format brut, c'est-à-dire que ce sont des données qui ne sont pas directement exploitables, qui va nécessiter un traitement par l'utilisateur, qui dit un logiciel pour visualiser ces données. Et c'est des fichiers qui peuvent parfois prendre des fichiers qui peuvent être de très grosse taille, plusieurs mégaoctets, voire le giga. Et on va rester sur notre exemple du cadastre. Eh bien, vous avez exactement les mêmes données au format brut. Hop. Et là, on va pouvoir consulter le cadastre informatisé. Alors, je dirais non, pas consulter, mais là, on va pouvoir aller télécharger des documents avec des formats particuliers. Donc, ça va me nécessiter d'avoir un logiciel de traitement derrière de ces données. Donc là, on est sur on va dire les données qui sont brutes. Là, c'est 600 000 feuilles qu'on va pouvoir aller télécharger et compiler avec son logiciel. Donc, vous voyez deux types de données qui peuvent être consultables, quelque chose qui est directement graphique et quelque chose qui nécessite un traitement, ce qu'on appelle le format brut. Alors, au format brut, quels sont les différents types de fichiers qu'on va pouvoir réutiliser? Alors, ça peut être des formats zip ou formats rares. Ce sont des fichiers qui sont compressés, c'est-à-dire c'est souvent un petit fichier qu'on va reconnaître avec un dossier avec une petite fermeture éclair. C'est des formats, des fichiers qu'on va devoir décompresser. Donc là, pas de panique, hein, on a des logiciels gratuits qui permettent de le faire, 7zip, Irzac, qui a une petite faute, Irzac qui permet de le faire. On a aussi Windows qui a des outils prédisposés pour décompresser les fichiers zip. Et donc, on a téléchargé notre format zip parce qu'il peut y avoir plusieurs fichiers dans le dossier, ou pour gagner du poids de les comprimer, parce que je vous ai dit que ça pouvait faire plusieurs mégaoctets. Et ça va être l'étape préalable sur un format zip. Il va falloir le décompresser pour traiter les données. Ensuite, on peut avoir des fichiers spécifiques. Exemple, sur le domaine de la cartographie, pour des logiciels de QGIS, par exemple, à des formats très spécifiques de lecture. On peut avoir des données structurées qui nécessitent un logiciel de traitement, sur les formats XML, JSON. Bon, c'est différents formats, mais je ne vais pas rentrer dans ces formats-là. Ce qui va plus m'intéresser, qu'on va beaucoup rencontrer sur Internet, ce sont les fichiers Excel de type XLS. Donc, on va pouvoir les ouvrir avec Excel. Si vous n'avez pas la licence Excel, pas de panique. On a le logiciel gratuit LibreOffice, hein, c'est l'équivalent de Word Excel, qui a exactement les mêmes fonctions d'Excel.
Donc l'avantage d'avoir des fichiers Excel, ce sont des fichiers qui sont déjà pré-mis en forme. Il y a déjà une pré-mise en forme qui est proposée et ça permet tout de suite de mettre en place des filtres et de faire des tris par rapport à ces données. Mais souvent, sur Internet, on trouve des fichiers au format CSV. Donc ça veut dire quoi les fichiers CSV? Eh bien, un fichier CSV, en anglais, et vous m'excuserez pour mon anglais, c'est Comma Separated Values. C'est plutôt connu donc sous le terme de CSV. Donc c'est un format texte ouvert qui va représenter des données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules ou des points-virgules. Alors, pas de panique à bord, c'est des données qui vont ressembler à ça. Exemple, vous avez un tableau ou un fichier. Vous voyez que vous avez le nom, pardon, le prénom, le nom, l'adresse, qui est séparé par un point-virgule ou une virgule. Et là, c'est ce qu'on appelle des fichiers au format CSV. Et en fait, on va l'ouvrir, ce fichier CSV, avec un tableur de type Excel. Et si vous regardez bien la structure, on a toujours le nom, le prénom, la rue, un numéro et 3 petits points. Et ben, en fait, ça ressemble à un fichier type Excel avec des colonnes et des lignes. Et là, on va pouvoir convertir ce fichier au format CSV et après, on va pouvoir lui en faire le traiter comme un fichier classique Excel et on va l'enregistrer au format Excel. Le format CSV, en fait, ne conserve aucune mise en page, aucune couleur de ces données. Alors, je vais faire une toute petite pause. Lionel, est-ce que tu as des questions ou des remarques par rapport à ce que je viens de présenter avant de passer sur une petite démo en ligne? Eh bien, tout m'a l'air clair comme de l'orange parce que je n'ai aucune question. Eh bien, on va faire une petite démo en ligne. Alors, je vais en faire plusieurs petites démos. J'espère que ça va bien se passer, qu'on n'aura pas de bug, hein. On fait tout ça en live. Alors, en fait, je souhaite récupérer la liste des codes postaux parce que j'ai besoin de faire un traitement par exemple, sur mon territoire. Et après une fouille sur Internet, j'ai trouvé une base de données, une base officielle de tous les codes postaux euh, de France. Hop, je clique dessus. Hop, voilà. Donc en général, sur les sites qui proposent des données, il y a une explication, les données qu'on va retrouver. Et là, il nous dit, cette base officielle des codes postaux est un jeu de données qui fournit la correspondance entre les codes postaux, les codes INSEE des communes, hein, chaque commune a en fait un numéro très précis, 36 000 communes, de France, métropole et DOM, et TOM, ainsi que Monaco. Et là, on va voir sur ce tableau-là le nom de la commune, le code INSEE de la commune, l'adresse postale, le code postal de la commune et le libellé d'acheminement. Et là, il nous dit qu'on va un fichier CSV. Alors, là, souvent, on a un petit fichier de consulter les données, ça va nous donner un petit peu ce qu'on va retrouver dans le document. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout ce fameux fichier CSV. Et là, vous voyez qu'il a été mis à jour il y a 26 jours. Donc, ça nous montre aussi, c'est un document qui est vivant, qui est actualisé. Et en 26 jours, il y a quand même eu plus de 1700 téléchargements. Donc ici, on va aller voir les données ou télécharger le fichier. Et vous voyez, hop, il s'est mis ici. Et on va aller l'ouvrir. Hop, je clique ici et on voit que c'est un fichier CSV. Je l'ouvre. Excel, c'est ouvert. Hop, je le mets en plein écran. Et voilà, on se retrouve avec nos fichiers des 36 000 communes, avec le code, la commune, le code postal, le libellé de la commune. Et après, je vais pouvoir en faire ce que je veux, maîtriser, exporter que mon département. Lionel, tu es dans le Jura. Si je remonte un petit peu, on va retrouver toutes les communes qui doivent te parler sur le territoire du Jura. Alors, tout, non, hein, parce que c'est grand le Jura, mais un petit peu. Voilà. Alors, hop. Donc, deux possibilités. On a notre fichier qui s'ouvre automatiquement
Et là, il y a juste à l'enregistrer au format Excel. C'est en fait ce qui s'est passé tout à l'heure. Vous avez l'autre situation où j'ai fait un petit exemple avec les codes postaux. Donc, je vais ouvrir mon fichier au format CSV. Et là, vous voyez, on ne retrouve pas les aspects des colonnes. On voit bien que ça ressemble tout sur une même ligne. Et si vous connaissez la petite astuce de mettre à la bonne largeur dans la colonne A, si je fais un double clic, vous allez voir que dans toute la même commune, il m'a tout mis, le code commune, le code initial de la commune, le nom de la commune, son code postal et le libellé de la commune, et tout est séparé par une virgule. Et donc là, il va falloir faire une petite manipulation que je vais vous expliquer. Il va falloir convertir ces données sur Excel. En fait, on va sélectionner toute la colonne, on va sélectionner l'onglet Données, on va cliquer sur Convertir, et après on va lui dire comment sont délimitées les données, est-ce que c'est une virgule ou un point-virgule, et on va faire Suivant, Terminer, et ça va nous préparer le fichier au bon format. Donc je vais reprendre mon fichier Excel, il est là. Donc le tuto, il m'a dit, tu sélectionnes toute la colonne A. Vous voyez, je me mets ici, je sélectionne la colonne A, tout est grisé. Ensuite, on nous a dit, vous allez dans Données, ici, et vous avez le bouton Convertir. Je clique sur Convertir. Et là, il me propose deux options. Alors, il y a la largeur fixe. Ça, je ne vais pas l'utiliser. La largeur fixe, c'est, on va lui donner des repères. On va lui dire, voilà, tous les 5 caractères, tu vas séparer la colonne. Alors, sur le code postal ou le code INSEE, c'est facile. Mais après, sur la commune, je ne peux pas savoir parce qu'il n'y a pas une commune qui a la même longueur. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser cette fonction avec ce fameux fichier CSV. En général, on utilise la fonction délimiter ici. Ensuite, on clique sur Suivant. Et là, on a remarqué que dans notre fichier, c'était une virgule qui permettait de séparer les colonnes. Et bien, comme la virgule n'est pas cochée, je vais la cocher ici. Vous allez voir tout de suite comment le tableau va se présenter, l'aperçu. Hop, vous voyez, ça passe sous forme de colonne. Donc, si c'est bien ce que je voulais, de séparer dès qu'il y a une virgule, je vais faire Suivant. Ensuite, je peux faire Terminer. Et vous voyez, on retrouve nos colonnes, nos fichiers Excel. Je mets la bonne largeur. Hop. Et là, Lionel, tu pourrais me dire, ouais, mais attends, c'est quoi ces codes postaux qui commencent par... on n'a pas de code postal en France qui font 1400. Là, c'est 01 le code postal. Mais en fait, Excel, dans Excel, un chiffre ne commence jamais par un 0. S'il y a un 0 devant, il nous l'enlève automatiquement. Alors, regardez, si je mets un 0 devant, hop, et ben lui, il convertit ça en chiffre. Donc, si ça ne me convient pas, on va revenir en arrière. Hop, je fais CTRL Z, hein, j'annule tout simplement ce que j'ai fait. Et je vais refaire convertir, suivant, virgule, suivant. Et là, la colonne, c'est marqué standard. Et là, je vais lui dire, c'est pas standard, c'est du texte. Et pareil, ici, on va lui dire que ça, c'est du texte. Et si je fais terminer, vous voyez, C'est hop, magique. il a gardé le 0 et on retrouve bien le département de l'Ain. Et là, après ce tableau-là, je vais pouvoir le traiter comme je veux, comme j'ai dans l'habitude. Et par exemple, on va rester dans le Jura, parce que tu me dis que tu ne connaissais pas toutes les communes du Jura, Pas Lionel. encore, non. Pas encore. Eh bien, regarde. Ce qu'on va faire, on va tout sélectionner ici. Et ensuite, on va mettre un petit filtre. Voilà. Et vous voyez, un petit ascenseur qui s'est mis. Et on va lui dire ici, moi, je voudrais toutes les communes avec un petit filtre qui commence par, alors le Jura, le code postal du Jura,
les communes commencent toutes par 39, si je ne me trompe pas. Bravo. Et là, j'ai toutes les communes du Jura. Et Lionel va pouvoir toutes les apprendre et connaître par cœur le territoire du Jura. Alors, fais Et voir si, si toutes les communes sont mises à jour avec toutes nos fusions de communes là. oh, là, ça ressemble. Quand je vois des choses comme ça ressemble. Ça, c'est Ouais. les communes associées. Voilà. Il y en a peut-être 300-400 communes, quoi. Moi, je vais faire le parallèle avec le département de Lyon. Je crois que c'est pas loin de 330 communes, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas d'erreur. Mais c'est énormément de communes. Voilà. Et donc, à partir de là, bah, mon fichier, je vais pouvoir le traiter et en faire ce que je veux en fonction des besoins. Voilà. Donc, et j'enregistre. On a dit qu'on enregistre au format Excel, hein. Et donc, on va lui dire enregistrer sous. Et là, vous voyez que c'est au format CSV. Je vais lui dire non, tu vas me l'enregistrer au format Excel. On va l'appeler code postaux avec les virgules. Et je fais enregistrer. Et normalement, si je ferme et que je n'ai pas tout perdu, on va rouvrir. Donc, si je rouvre à l'instant, paf, c'est directement en ligne. Et en plus, il a gardé en mémoire le petit filtre que j'avais mis. Alors, quand il y a des colonnes, des colonnes en bleu, c'est pas de panique, c'est pas que on a supprimé les autres données. Simplement, on les avait masquées. Et là, je vais tout rafficher. Voilà. Et je peux quitter. J'enregistre parce que j'ai modifié la mise en page. Voilà. Donc, on a vu un petit exemple concret avec les codes postaux. Maintenant, on va faire une deuxième demande qui va, bah, je dirais, plus vous concerner. Là, c'était plus pour vous présenter un petit peu le principe du CSV, du traitement. Eh ben, j'ai une demande concrète. Ça, c'est des demandes qu'on a parfois d'entreprises, hein. Dans le cadre d'une démarche commerciale, je souhaite identifier les entreprises de plus de 50 salariés dans le département de Lyon. Et où est-ce qu'on peut trouver ces infos? Alors, il y a des annuaires payants, mais il y a aussi des données qui sont gratuites. Et moi, ce que je vous propose dans un premier temps, bah, ça va être d'aller récupérer gratuitement ces données. Et si ça me suffit, ben OK. Et si jamais j'ai pas assez d'informations ou si ça ne correspond pas à mes demandes, et ben là, j'irai peut-être voir d'autres sites internet qui proposent des prestations payantes, bien entendu, en s'assurant au préalable du prix que je suis prêt à payer pour avoir les informations. Alors, où est-ce qu'on peut trouver gratuitement ces données? Vous avez un site internet qui s'appelle Sirène, c'est un site officiel, c'est un site de l'INSEE. Je vous ai mis l'adresse particulière qui est pas toujours facile à trouver, mais là, je vous l'ai remise et je vous la donnerai, je vous l'enverrai par mail. Alors, une petite précision, une entreprise a un numéro Sirène, c'est 9 chiffres. Alors, souvent, nous, les espaces par un espace par paquet de 3, c'est plus facile à lire. Et un établissement, c'est quoi? Un établissement, c'est une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Donc, un établissement va reprendre les 9 premiers chiffres de l'entreprise plus 5 chiffres qui vont préciser le numéro de l'établissement. Alors, la démarche que je vous propose lorsque je fais des extractions sur Internet, en général, dans la mesure du possible, hein, ça va être d'extraire le maximum de données et ensuite de faire des fils, des tris, comme on a vu tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, si on a vu l'opportunité d'extraire que les codes postaux du Jura, bah, j'aurais dit non, je vais tout prendre parce que peut-être qu'après, Lionel m'aurait dit, ah, tu pourrais pas me rajouter le Doubs, tu pourrais pas me rajouter la Saône-et-Loire, tu pourrais pas me rajouter Territoire de Belfort. Et ben, tant qu'à faire, on va tout prendre d'un coup, tout ce que je peux prendre, je vais le prendre et après, on va le traiter. Et là, je vais vous proposer une petite démonstration pour aller obtenir notre fichier d'établissement. Donc, ce que je souhaite, c'est les entreprises de plus de 50 salariés dans le département de Lyon. Donc, l'adresse, on va aller sur sirène.fr. Je clique sur le lien et on arrive directement sur le site de Sirène. C'est le fournisseur officiel d'informations sur chacun des 36 millions d'établissements, dont 15 millions d'actifs. Donc, c'est un service de l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et donc, ça, c'est des données qui sont publiques et très fiables. Alors, quand je vous ai dit on va extraire au maximum, bah non, on ne va pas faire toute la France parce que ce ferait un fichier qui serait très gros. Donc,
là, vous avez différents onglets qui vont permettre de mettre en place des filtres. Alors, le premier filtre, on est sur la localisation. Donc, notre commande, c'est à l'échelle du département. J'aurais pu faire une sélection à l'échelle de la commune ou de la région. Donc, on a dit échelle de Lyon. Je clique sur département. Et là, j'ai tous les départements qui s'affichent. Allez, on va faire un petit tour dans le 89. Je clique dessus. Paf, ça me le met ici, c'est un filtre. Ensuite, j'ai dit, je veux tous les effectifs supérieurs à 50 salariés. Alors là, il y a des tranches. Hop, on clique dessus. Hop, je clique dessus et j'ai ma sélection. Et je ne vais pas poser plus d'autres questions sur l'activité. Est-ce que je veux que les entreprises de travail des métaux, que le secteur de l'alimentaire? Je ferai mes filtres plus tard si besoin. Donc là, je vais cliquer sur le bouton constituer la liste. Et donc là, il me rappelle mes critères de sélection. Donc, c'est les établissements actifs, tous les établissements d'une entreprise qui c'est pas renseigné, si je suis dans l'économie sociale et solidaire. C'est pas renseigné si ça appartient à des sociétés de mission et il me dit bien que c'est un format CSV. Et je calcule le nombre d'établissements. Et il me dit, sur ton territoire, on a trouvé 339 établissements. Donc là, on peut cliquer sur le petit bouton, mais je ne vais pas le faire, c'est les conditions générales d'utilisation. Vous pourrez lire et comprendre comment je peux les réutiliser. Et là, je vais cliquer sur le bouton télécharger la liste. Hop, ça s'est affiché ici, ça a été à très vite. Et là, la liste des établissements sont 103 kilos, hein, il y a très peu de données, mais il y a quand même 339 lignes et je vais l'ouvrir. Voilà notre fichier. Donc, pas de panique à bord, on a vu ça tout à l'heure, hein, comme notre fichier des codes postaux, sauf que là, il y a plus de communes et vous voyez, là, c'est une manne d'informations. J'ai mal aux yeux, Thierry, j'ai mal aux yeux. T'as mal aux yeux. Eh ben, faut qu'on trie ça. Vas-y. Allez, on clique sur la colonne. Alors, on avait dit, on clique sur la colonne A, données, convertir, suivant. Et on voit bien que c'est des virgules. Hop, suivant. Allez, on va faire terminer. Non, on va dire que ça, code, hop, terminer. Voilà. Et voilà toutes les données que j'obtiens. Et là, on va regarder en haut les en-têtes. Le SIREN, le code NIC, c'est les 5 derniers chiffres. Le SIRET complet. Et tout un tas d'informations sur la date de création d'entreprise. Là, ce n'est pas l'effectif, c'est la tranche d'effectif. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure. Il nous disait par exemple le code 21, c'est effectif entre 50 salariés et 99 salariés. Les dates des données, ça date de 2021. Donc, on est en 2024, c'est fortement acceptable. Et on a tout un tas d'informations complémentaires. Euh, pardon, la forme juridique, la dénomination de l'entreprise, le code d'activité, les codes NAF, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? L'adresse, Bah, qui c'est va ça être qui nous important. intéresse. Et oui, l'adresse postale, le code commune, et puis voilà, d'autres informations. Voilà. Alors moi, comment je travaille? Eh ben, ce fichier-là, on va l'enregistrer au format Excel. Hop, on va l'appeler 89, parce que si on doit faire un autre département tout à l'heure, et on va mettre ça sur le bureau, je l'enregistre. Et moi, un petit conseil que je vous donne, la première ligne, on va la mettre de couleur. C'est simplement un assistant visuel. Ça permet de dire, bah ça, on n'y touche pas. C'est une colonne, c'est une ligne, pardon, une ligne qu'on va figer. Une petite astuce ici, parce que si je descends, bah là, on ne sait plus trop ce que c'est.
Et ce que j'aimerais bien, c'est maintenir la ligne en haut en jaune bloquée. Et on va cliquer ici et on va aller dans Affichage et la petite fonction qui s'appelle Figer les volets. Et quand je vais descendre, vous voyez la ligne du haut, elle reste bloquée. Voilà. Donc là, ça y est, mon fichier d'établissement, il est prêt. Et je vais pouvoir le trier. Alors, si on veut trier ou mettre des filtres, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hop, euh, accueil. Et on va mettre sur filtrer. Et là, après, je vais pouvoir faire des tris en fonction de tes besoins, Lionel. Tu vas pouvoir de dire, moi, je veux que les entreprises qui sont sur Auxerre et je vais aller prendre ma voiture ou me déplacer pour aller à la rencontre de ces entreprises qui sont sur Auxerre et qui ont plus de 50 salariés pour lui présenter mes services, mes besoins. Et éventuellement, je vais les cibler par code d'activité. Voilà. Des petites questions, Lionel, ou pas? Oui, tout à fait, je te laissais terminer. Une petite question, mais j'ai pas répondu en direct, ça permettra que tu prennes la main. Peut-on passer sans limite de conversion du format CSV au format Excel sans souci? Alors, je dirais pas forcément. C'est ça. En fait, non, enfin, je te laisse répondre, vas-y. Ouais, pas forcément. Alors là, on a pris 300 établissements. Quand je fais à l'échelle de Lyon et que je prends pas de taille d'effectif, on doit être à 50-60 000 lignes. Ça pose pas de problème. Si vous commencez à... Un jour, j'avais fait l'extraction par l'échelle de la France ou de la région, j'avais bloqué Excel. Il y avait trop de données CSV, parce que dans Excel, il y a un nombre de lignes, je vais pas dire qui est limité. Je le connais pas par cœur, mais c'est plusieurs zéros. Mais si vous avez trop de lignes, on aurait pris tout à l'heure les 36 millions d'entreprises, on aurait été bloqué. Après, sur de la énormément de données, on va avoir un autre outil qui va s'appeler par exemple Access, qui va être spécialisé en base de données. Mais je dirais à notre échelle artisanale, à l'échelle de la chambre de métier, Excel, moi, j'ai pas rencontré de problème particulier. On rencontrera des problèmes s'il y a trop de données ou alors si les données ont été mal formatées. Mm. Tout à l'heure, on a dit qu'on allait séparer les colonnes avec une virgule. Vous imaginez que dans une colonne, il y aurait eu un champ commentaire et que dans le champ commentaire, la personne met une virgule, et du coup, ça va nous couper la cellule en deux, alors qu'il n'y avait pas lieu de la couper. Donc ça, c'est quand on prépare les données, c'est de bien utiliser le séparateur, la virgule ou le point-virgule, en s'assurant que ça ne c'est pas utilisé par ailleurs. Tiens, par exemple, sur la première ligne du haut, je vois qu'il y a un apostrophe dans habitation, d'habitation. On aurait utilisé l'apostrophe pour séparer les colonnes. Et bien là, ça nous aurait coupé en deux la colonne, ça aurait fait n'importe quoi dans les données. Voilà ce que je voulais donner comme précision. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter à ce que j'ai dit, Non, non, Lionel? parfait, parfait, c'est les plus courants, effectivement. Moi, j'ai une autre question de Maxime qui m'intéresse un peu. Y a-t-il une possibilité aujourd'hui d'intégrer l'intelligence artificielle dans ce type de recherche? Alors, pourquoi tu dis ça m'intéresse? Que je crois que Lionel, tu es notre spécialiste de l'intelligence artificielle Pas au niveau de... forcément dans Ah, ce type non, de domaine-là, on va dire, mais mais bon, tu es pour nous une ressource, ou une personne qui est très... Non, je le dis sincèrement. Est-ce que tu m'as encore filé un petit tuyau l'autre jour pour aller chercher des infos en utilisant l'intelligence artificielle? Euh, je dirais aujourd'hui, la difficulté, à mon niveau, c'est d'aller chercher le fichier source, d'aller trouver l'information. Après, où est-ce que artificielle peut arriver? Est-ce que c'est pour aller chercher l'info ou est-ce que c'est pour analyser, interpréter l'information? traité, ouais, tout à fait. Bah, il y a les deux. Voilà. Donc je Donc dirais, effectivement, si je reprends juste, je fais une parenthèse, il existe aujourd'hui de plus en plus effectivement d'intelligence artificielle, vous en avez entendu parler, créative, générative et en traitement. Et effectivement, enfin moi qui me penche un peu sur le sujet, on a des intelligences artificielles qui nous permettent d'aller chercher et trouver ce type d'information en un temps record et sans qu'on ait besoin de faire une sélection de sites internet, voyager, etc. Ça existe. Pour aller chercher des adresses mail, pour aller chercher des adresses, etc. Il suffit de savoir lesquelles et de bien les diriger.
Et après, donc, il nous récupérera les données sur le même modèle que Thierry vient de le faire, soit en Excel, soit en CSV. Ça, le format de données récupérées reste le même. Et après, effectivement, il existe des intelligences artificielles qui, elles, vont traiter ces données qu'on va avoir beaucoup plus rapidement que le fichier Excel. Bien que Thierry, qui a bien l'habitude, du coup, sait où cliquer en 2 secondes et va aussi vite que l'IA. Mais sur le principe, une intelligence artificielle peut trier pour nous euh, toutes ces informations-là, si on lui demande, voilà, comme Thierry le fait, on lui demande de nous catégoriser et de nous traiter toutes ces infos par code postaux, par code NAF, entreprise, etc. Et puis après, on peut aller plus loin en demandant effectivement à l'intelligence artificielle de créer des spécificités pour chaque groupe qu'on aura fait. Mais oui, ça existe. Et pour l'instant, effectivement, c'est pas encore on va dire, répandu dans ce monde-là, mais ça ne saurait tarder, j'en suis sûr. Alors, dans le fichier là que j'ai préparé d'établissement, vous pourriez me dire, bah ouais, mais ton fichier Thierry, il est bien sympa, mais il n'y a pas les mails. C'est vrai. Effectivement, dans ce fichier-là, il n'y a pas de mail. Euh, et moi, des documents en open data disponibles, euh, je n'ai jamais trouvé de liste avec des mails parce que c'est des données personnelles Exactement. qui s'est protégée. Il y a une réglementation au moins européenne, française, européenne qui gère ça. Mais du coup, comment est-ce que je pourrais récupérer les mails? Notamment par exemple pour faire des lettres d'information, faire du démarchage. Je crois que on avait une présentation sur un outil pour faire des emailing Brevo. Et ben par exemple ce fichier d'établissement de plus de 50 salariés, bah, maintenant que j'ai le nom de l'entreprise, peut-être que je vais pouvoir utiliser des outils qui vont aller scanner et par exemple pour aller retrouver le mail de France Travail. Bon, là je pense pas que ça va marcher France Travail aujourd'hui parce c'est le nouveau nom de, si je me trompe pas, de Pôle Emploi. Hein, Oui, c'est mais ça? ça doit pas être ça parce que 2021, c'était pas le cas. Oui, tu as raison. Alors, l'effectif est de 2021 si tu veux. Les Ah, données, tu penses qu'ils ont ouais, changé les données de nom déjà? et je pense. C'est possible, oui, c'est C'est possible. possible. Hein, allez, je vais aller rapidement voir où c'est. Si c'est. Eh bah oui, c'est Pôle emploi. Ah ouais, super, d'accord. Voilà. Vous voyez Bon, là. donc du coup, on a quand même on voit qu'on a quand même une mise à jour, pas forcément sur tout, mais on a quand même une mise à jour qui est assez, sur ces données-là, qui est assez récente. Et là, on va retrouver France Travail, donc c'est service de l'État. On va rencontrer la DDT, qui est les directions département des territoires de Lyon. On pourrait chercher, alors on a moins de salariés, moins de 50 salariés à la chambre de métier, mais on aurait pu retrouver la chambre de métier si j'avais mis moins de 50 salariés. Et là, on peut retrouver des organismes privés et publics. Là, c'est pas qu'il y ait une erreur, c'est pas qu'il s'est répété, c'est tout simplement que l'entreprise a plusieurs établissements, a plusieurs adresses différentes. Mais maintenant que j'ai ce nom dans ces structures, bah, éventuellement, je fais aller faire du porte-à-porte en tant que commercial et d'aller voir ces sociétés. Ou alors, mais pareil, il n'y a pas le téléphone, bah, de prendre des sites internet et d'aller rechercher le téléphone ou d'aller fouiller sur internet et pour aller trouver le numéro de téléphone pour aller appeler la personne. Et après, il y a des outils qui arrivent. Tu m'en as fait découvrir un, Lionel, et j'ai mangé son nom, mais Hunter. ça, voilà, ça nécessite aussi qu'on se l'approprie. Je vais pouvoir taper le nom de la structure et me sortir tous les mails qui paraissent pertinents par rapport à cette structure. Et pour l'avoir un petit peu testé là dernièrement, c'est très, très bluffant. Donc, j'ai pas retrouvé tous les mails de mes collègues, mais voilà, c'est bluffant. Donc, ça va permettre, pareil, d'alimenter Chez des client. documents, un fichier, pour ensuite le traiter. C'est un gain de Alors, temps phénoménal en fait sur le traitement des informations, des données, et puis pour vos outils de communication, pour vos outils commerciaux, du coup, on a un gain de temps de folie. Et si c'est pas un gain de temps, c'est du coup un gain de productivité parce qu'on ne l'aurait pas forcément fait. donc là, on était dans une phase avant, bah, je ne connais pas. Là, maintenant, vous êtes dans une phase où j'ai accès à la donnée et tout mon savoir-faire, ça va être mon travail de traitement, d'interprétation des données. Alors, ce fichier, on va le garder
et je vais tout de suite préparer sa mise en forme, ce qui va nous permettre après d'enchaîner sur une autre démonstration. Donc moi, je vais avoir besoin du numéro sirène. Alors, je vais volontairement le mettre en couleur. Je vais le mettre en couleur, c'est pas que c'est simplement un repère visuel pour moi. Et j'ai quelques petites colonnes à changer pour que ce soit beaucoup plus parlant. Alors, il faut que je trouve l'établissement siège, qui est le nom de la structure. Hop, on va se déplacer un peu. Non, c'était là. Je reviens en arrière. Hop. Et on va l'appeler siège. Hop. Ça, c'est mon vocabulaire à moi. Hop. Ensuite, dénomination de l'entreprise. Hop, on va se déplacer. Ah non, pardon, excusez-moi. Le siège, je crois qu'il était là. Voilà, c'est là. Ah, j'ai mis un S majuscule. Hop, je le mets en vert. Hop, j'ai fait mon petit travail. Ensuite, hop, c'est le nom de la structure. Voilà. Ensuite, effectif, on va dire que c'est la taille. Alors, c'est une tranche, hein, mais simplement pour l'exercice, la démo, on va dire que c'est la taille. Et ensuite, j'ai besoin de la commune, parce que j'aimerais bien géolocaliser tout ça. Et la commune, alors je crois que j'en ai deux, des adresses. Non, j'en ai qu'une. Hop. Et là, ça c'est la rue. En plus, ils nous ont séparé le type de voie et la rue. S'il y a besoin de tout agglomérer, on peut le traiter sous Excel, il n'y a pas de souci. Et donc là, ça c'est quoi? C'est le code postal. Hop, j'écris simplement avec un espace. Et ça, c'est la commune. Voilà. Je mets ça en vert. Hop. Alors, je regarde qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, hop, pardon, j'ai perdu. On est en direct. Voilà. Ce petit fichier, je vais. Eh ben, on l'avait enregistré, donc on va garder l'enregistrement. Voilà. Et je vais le fermer. Et donc, la suite de cette démo, c'est j'ai ma liste d'établissements. Et ben, ma demande, j'aimerais bien tout simplement géolocaliser mes prospects, mes clients sur une carte. Alors, pourquoi je veux les géolocaliser? Déjà, pour analyser, par exemple, ma zone de chalandise. Vous imaginez que vous aviez préparé ce fichier avec tous vos clients que vous avez dans votre logiciel de GRC, de gestion relation client, et puis vous voudriez les mettre sur une carte pour savoir où ils sont. Est-ce que c'est que des clients qui sont autour d'Auxerre ou est-ce que je touche des clients sur toute la France ou principalement en Bourgogne, plus particulièrement en région parisienne ou centre de la France? Éventuellement, pour comprendre d'où viennent les clients s'ils viennent au magasin. Une autre possibilité, c'est on produit une carte. Vous imaginez que vous montez à Paris, et puis en redescendant de mon rendez-vous, tiens, est-ce que je pourrais pas m'arrêter voir un client que j'ai pas vu depuis un petit moment? Et puis du coup, j'ai consulté la carte et puis je vais regarder sur ma route si je vois pas des clients que j'ai l'habitude de travailler, des prospects, et puis de m'arrêter et de leur faire une petite visite au retour. Pourquoi pas publier aussi sur mon site internet tous les points de revente de mes produits? Vous imaginez que vous produisez des produits qui sont revendus, dans différents points en France ou même dans le département. Ça pourrait être sympa de mettre sur mon site internet les différents points de vente pour que les clients puissent aller chercher ce produit, le tester, en acheter, éventuellement après me repasser des commandes, en nombre, plus important sur mon site internet parce que, je ne vais pas commander, je vais prendre un exemple, un savon à quelques euros et payer presque autant de frais de port.
peut-être que je pourrais l'acheter localement et puis l'essayer. Puis si ça me plaît, de repasser après des commandes en nombre plus important. Voilà, ça c'est ma demande. Je veux mettre sur une carte ces points de ses clients, de ses prospects, sans logiciel de cartographie. Et moi, je ne suis pas un expert du SIG. Je ne suis pas un expert de toute la cartographie au niveau géographique. Et bien là, on a un outil qui est gratuit, qui est l'IGN. Donc le site internet macarte.ign.fr. Il suffit au préalable de créer un compte, c'est gratuit avec un mail et un mot de passe. Et il faut préparer au minimum un fichier avec le nom, l'adresse postale, le code postal et la commune. C'est tout simplement ce que j'ai fait juste avant avec le fichier qu'on avait. Et là, macarte.ign.fr me propose tout simplement d'importer un fichier Excel ou CSV. Il va me géolocaliser mes adresses et il va m'afficher ça sur une carte. Et là, je vais pouvoir ensuite cette carte la publier sur mon site internet pour la consulter. Alors qu'elle soit publique, je peux la laisser au niveau privé. Je peux aussi la diffuser sur des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je peux l'intégrer dans mon site internet. Bref, ces données, je vais pouvoir les mettre à disposition pour les autres ou uniquement pour moi en interne. Alors, je vous propose une petite démo. L'objectif, voilà, c'est d'obtenir une carte comme ça, avec mes prospects, mes contacts sur une carte de France. On va sur le site macarte.ign.fr. Alors, je lance. Je me connecte avec mon compte. Alors, je vous passe la création du compte. Il n'y a rien de particulier. J'essaie de me connecter sans perdre le mot de passe. Voilà. Donc là, je suis connecté à mon compte. Alors, on peut consulter des cartes qui sont déjà toutes faites. Alors, je vous rassure, c'est pas moi qui les ai faites, tout ça. C'est des gens qui ont préparé des cartes et qui les mettent à disposition. Donc, inventaire des cours d'eau. Voilà, ça, on est dans le domaine pur de l'open data. C'est des gens qui ont créé des cartes avec tous les cours d'eau de France. Et après, il faut comprendre la légende, hein, pourquoi il y a des traits bleus, rouges, oranges. Est-ce que ça correspond aux zones de vulnérabilité, aux zones inondables? Bref, voilà. Et moi, ce qui m'intéresse dans le menu, ça va être de localiser des adresses. Et là, il va me dire, tu vas importer ton fichier. Et moi, je l'appelais, hop, et on va le charger. Alors, il nous propose le fichier CSV, le fichier texte tabulé, c'est-à-dire qu'il y a une séparation avec une virgule ou un point virgule, ou alors des fichiers type tableur, XLS, XLSX, c'est toujours Excel, et ODS, c'est le format OpenOffice, LibreOffice. Je charge, donc là, je fais en live. Et là, il m'a importé mon fameux fichier de tout à l'heure. Vous voyez, avec toutes les colonnes, waouh, c'est très long. Et là, il me dit, tes adresses sont formatées comment? Est-ce qu'il y a une seule colonne pour l'adresse complète ou est-ce que c'est même à l'adresse cadastrale ou 3 colonnes, rue, code postal, commune? Donc tout à l'heure, si je les ai appelées rue, code postal et commune, ce n'était pas anodin parce que regardez, quand je vais cliquer ici, et bien là, il a remis automatiquement le nom, la rue, le code postal et la commune. Donc là, comme l'a dit tout à l'heure Lionel, ça c'est de l'intelligence artificielle. Il a fait le lien entre tout ça. Je suis d'accord, je géocode. Alors, j'ai eu un petit souci ce matin, pareil, il s'est bloqué sur une centaine d'adresses. Donc je vais arrêter la géolocalisation et je vais revenir à une carte que j'ai déjà réalisée, que j'avais préparée. Voilà. Et donc ça, c'est la carte que j'avais préparée pour la démo. Et on va obtenir cette carte-là. Donc la carte qu'on avait tout à l'heure, là, c'est la ville d'Auxerre. Et avec la molette, on est capable de zoomer et de voir tous les points sur le territoire.
Et là, vous avez des couches, des calques. On peut, là, j'affiche ou pas mes établissements. Je peux mettre ou pas les routes. Les photos aériennes, je peux les mettre ou pas. Et après, voilà, je peux mettre les informations que je veux. Voilà. Et je vais pouvoir zoomer comme je veux. Et ensuite, là, on va être capable... oh, pardon. Excusez-moi. Ah bah Excel, non. Ouais, c'est bon. Là, on va être capable ensuite de toutes les données qu'on a obtenues, d'attribuer des couleurs, par exemple, en fonction de la taille des entreprises qu'on a vu tout à l'heure. On va être capable, avec cet outil, sous forme de filtre, hein, de tout sélectionner, de lui dire, ben, tous ceux qui ont le code ou qui ont un champ avec, on voit le champ taille PME, et ben, on va me les afficher en rose avec le petit carré rose, et puis les autres, vous aurez la forme classique. Et ça nous permet d'avoir automatiquement cette carte. Une fois que ma carte est prête, je peux l'enregistrer dans mon espace. Et là, je vais surtout pouvoir la partager. Et ce qui va être intéressant, c'est que intégrer, ça va me donner un code. Voilà, on va me dire, si tu recopies ce code-là et que tu l'intègres dans ton site internet, et ben dans ton site internet, la carte va s'afficher comme ça. Et donc ça, c'est des choses qui pourraient être faites, par exemple, bon, je devance un petit peu, mais demain, vous aurez une présentation avec la création de site internet, et notamment un outil WordPress, qui permet très facilement d'importer cette carte-là dans un site WordPress. Donc vous imaginez que si vous aviez mis tous vos établissements de revente de vos produits à l'échelle de la France, on pourra consulter facilement sur la carte tous les points de vente. Et vous aurez juste à mettre à jour cette carte, et ça se met à jour automatiquement sur votre site internet. Partage. On peut partager ça sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, si on a des comptes sur ces réseaux sociaux. On peut partager ça par courriel, pas par courrier papier, mais par courriel. Et là aussi, on a un lien pour visualiser ma carte. Et là, je l'ai copié et je vais la recopier dans mon navigateur ou l'envoyer par exemple à Lionel pour qu'il voie la carte que j'ai préparée. Et là, Lionel, il va recevoir cette carte-là. Il ne pourra pas la modifier. Il ne pourra pas modifier les établissements. Il n'est pas administrateur. Mais il va pouvoir afficher des calques, plus ou moins des couleurs plus ou moins prononcées. S'il ne veut pas afficher les photos aériennes parce que c'est trop chargé pour lui, mais qu'il veut plus ou moins marquer les routes. Et puis voilà. Et puis Lionel, quand il va venir par exemple à Auxerre, sur sa route, il se dit ah tiens, je pourrais peut-être m'arrêter voir ces clients-là qui ont tel service ou telle proposition. Quoi. On pourra échanger avec eux. Et ça, ce lien, il n'y a que lui et moi qui le connaissons. Après, je pourrais aussi le publier de manière, le rendre public, comme on a vu tout à l'heure avec tous les cours d'eau qui étaient proposés. Donc vous voyez, là, on fait aussi appel à l'intelligence artificielle parce qu'il y a du traitement qui a été fait. Et aussi, il va nous recalculer les coordonnées longitude, latitude. Il va aussi nous donner des fiabilités sur les données, parce que des fois, il y a des adresses qui ne sont pas très bien géolocalisées, hein. Et donc là, tout ça, il va nous le dire, la fiabilité des données qu'on va avoir intégrées. Donc Lionel, par rapport à ces ces deux démonstrations, est-ce que tu as des remarques ou des demandes? Eh bien non, je n'ai ni remarque ni demande. Tu vois, c'était clair. Allez. Donc vous avez, à travers ces quelques exemples, vous avez vu qu'on peut avoir une mine d'informations qui sont, je dirais, consultables, utilisables, je dirais, par tout le monde. On a aussi des données qui peuvent être personnelles, qui vont être utilisables uniquement avec un identifiant et un accès sécurisé. Je vais vous donner des exemples, mais cette liste est loin d'être exhaustive. J'ai essayé d'en donner quelques-unes que moi, je peux être amené à utiliser ou que je peux penser qu'elles sont utiles pour des artisans. Mais je vous dis, c'est vraiment c'est quelques exemples par rapport à la mine d'informations qu'on peut trouver sur Internet.
Alors, un site que j'aime bien utiliser, moi, c'est Géoportail. Géoportail, ça permet par exemple de calculer une surface d'un bâtiment ou d'un terrain. On se pose des questions, par exemple, dans le cadre d'une construction ou d'un aménagement. Ça permet aussi de calculer l'orientation d'une toiture. L'orientation d'une toiture, c'est plutôt, est-ce que je suis plutôt au sud, plutôt au nord? Parce que je suis en train, par exemple, d'installer des panneaux photovoltaïques, ou je me pose la question d'installer des panneaux photovoltaïques. Et pour préparer mon étude, je suis une entreprise du bâtiment, bah, avant de me déplacer chez le client, je peux déjà voir pas mal d'informations et de connaître l'environnement. Je peux aussi créer des isochrones. C'est quoi un isochrone? C'est une carte qui va me dire, eh ben, 30 minutes autour de chez moi, où est-ce que ça m'emmène? Et ce site internet, c'est geoportail.gouv.fr, donc gouv.fr, site du gouvernement. Hop, et voilà. Donc là, on se retrouve sur le site de geoportail.gouv.fr. Et ben, on va faire un petit démo. Par exemple, Lionel, tu peux me redonner ton adresse de la chambre de métier à Lons? 17 rue Jules Bury, 39 000 Lons-le-Saunier. Jules, avec un S, ça ira mieux. Bury, B-U-R-Y. Et 39, regardez, Ouais. j'ai même mis On- un 3. Il sait que j'allais lui demander Lons-le-Saunier. Et voilà. Hop. Et là, je dois être à peu près ici. Tu reconnais? Tu nous fais un petit coucou sur la carte? Ah oui, bah c'est là, exactement, du coup. Voilà. Et là, on a la carte. Et donc, là, on va avoir des couches qu'on va plus ou moins pouvoir afficher. Tout à l'heure, là, vous avez une petite molette, une petite clé qui va nous fixer euh, des, de donner des outils. Alors, calculer un itinéraire, je ne vais pas vous le faire, hein, vous connaissez Google, Google Maps ou d'autres outils qui permettent de calculer des itinéraires, mais on peut aussi, par exemple, mesurer et faire un isochrone. Et là, Lionel, il aimerait bien dire, voilà, moi, un rayon de 30 minutes autour de chez moi, où est-ce que je peux y aller? Où est-ce que ça m'emmène? Et ça par exemple, m'aider à faire mes études de prix pour faire du dépannage, de dire, voilà, 30 minutes, est-ce que, alors en voiture ou à pied, allez, je suis sympa, je vais te mettre en voiture, Lionel, et on peut même lui dire, tu vas m'éviter tous les péages, tous les ponts, tous les tunnels. On va faire simple, je te mets 30 minutes, et il y a un bug. Alors, est-ce que j'ai bien, hop, calculé, point de départ, isochrone, et ben j'ai un bug. J'ai un bug sur cette carte. Alors, est-ce que je suis bloqué avec mon navigateur? Normalement, ça marche tout le temps, mais bah, voilà, la Ouais, loi c'est de toujours. Murphy. Voilà. Bon, mais normalement, ça marche, mais j'ai sûrement quelque chose sur mon navigateur qui a été bloqué. J'ai une mise à jour qui s'est faite juste avant et malheureusement, j'ai pas pu le tester. Alors, sur cette petite clé, hop, je vous ai dit, vous avez d'autres options. Mesurer une surface. Je souhaite calculer la surface du bâtiment. Toc, toc. Alors, je dessine vite, hein. Voilà. Et j'ai à peu près la surface de mon bâtiment. 390 mètres carrés. Je peux aussi calculer les azimuts, c'est calculer les orientations du toit. Là, c'est par rapport au sud ou au nord. Je suis à 220 degrés. Ça me permet tout de suite de calculer l'angle du toit par rapport au sud. Et après, de faire mes mesures, si j'ai besoin de faire des calculs par rapport au soleil pour l'implantation de panneaux, par exemple photovoltaïques ou autres. Vous voyez donc des outils qui peuvent nous aider, je dirais, au quotidien. Euh, Ça peut être l'isochrone, ça peut servir par exemple pour faire ses études de marché ou calculer ses prix et de voir 30 minutes autour de mon bâtiment, où est-ce que ça m'emmène, sachant qu'on peut avoir des surprises, notamment quand il y a des autoroutes ou quand on est en milieu rural, on ne va pas forcément très loin, ou quand on est en montagne, on a des contraintes au niveau des routes. Atlas du patrimoine, il est aussi très important lorsqu'on veut, je dirais, faire des travaux. Atlas.patrimoine.culture.fr.
Et là, on va aller dans une commune. Allez, on va aller proche d'Auxerre, à Moneto. Je valide. Et quand il y a un magnifique cercle rouge, c'est qu'on est en zone classée, qu'on est à côté d'un bâtiment classé. Donc là, on risque d'avoir on va avoir des choses à faire, hein, allez, si on descend sur Auxerre. Alors là, avec Auxerre, tous les bâtiments historiques, vous allez forcément dans un périmètre, vous allez avoir des contraintes architecturales sur la couleur des murs, la forme. Donc tout de suite, on peut avoir des informations. Et là, vous voyez, quand vous voyez la zone qui est en jaune, alors j'ai pris Moneto, mais on aurait pu prendre Auxerre, et ben, on est sur un couloir archéologique où là, si on doit faire des fondations, attention, il peut y avoir des prescriptions particulières au titre de zones ou des patrimoines remarquables. Donc tout de suite, ça peut aussi nous donner des informations lorsqu'on va aller faire des travaux de préconisation ou de points à voir. Donc ça peut être aussi important pour des entreprises du bâtiment, mais tout simplement pour une entreprise ou un particulier qui souhaiterait faire des travaux. Alors, on a parlé tout à l'heure du cadastre. Euh, Géoportail, pareil, on va pouvoir aussi ici télécharger ou avoir consultation tous les plans d'urbanisme, POS, PLU, pour toutes les règles d'urbanisme sur des travaux à faire. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc l'objectif, hein, ce ne sera pas de passer tous les sites internet en revue, sinon le webinaire va durer des heures et des heures. On peut avoir aussi toutes les adresses postales qui sont formatées. Donc ça peut être intéressant pour des cas suivant son travail. Ça peut être aussi intéressant, quelqu'un qui vous souhaitez avoir la valeur d'un bien immobilier, d'un terrain, ou combien ça s'est vendu. Donc ça peut être intéressant aussi pour avoir des informations, notamment quand vous n'êtes pas dans la région. Hop, on va pouvoir aller sur son territoire. On peut zoomer, et ouais, on retrouve les parcelles cadastrales. Hop, et on va pouvoir, dans certains cas, alors le temps que ça charge, ou sur des adresses très précises, de savoir combien un bien s'est vendu, la valeur foncière d'une parcelle. Allez, je prends au hasard. Et là, on nous dit que, alors c'est vraiment au hasard, hein, je ne connais pas du tout, ça s'est vendu en 2019, 143 900 €. Et le type d'appartement, là on est dans une résidence, non, typiquement c'est une résidence immobilière, une résidence, et on voit la surface des appartements et on a les prix de vente, et ça peut nous donner des informations sur les valeurs foncières des terrains. Alors là, je l'ai mis à titre quoi, pas farfelu, mais les bornes incendie. Typiquement, j'en ai eu besoin un jour pour faire dans le cas d'accompagnement d'une entreprise, et on avait besoin de connaître les points incendie, les bornes. Et ben aujourd'hui, c'est des informations qui sont disponibles gratuitement. C'est pour vous faire voir le type d'information ou la richesse des informations qu'on peut trouver sur Internet. Euh, les installations classées pour la protection de l'environnement, des sites à risque qui peuvent être proches de chez moi. Et ça, notamment, le notaire doit vous l'indiquer lorsque vous achetez une maison ou un terrain. Ça peut être les cartes de zone de vigilance des zones inondables. Ça peut être se raccorder à un réseau de chaleur. Des informations, mais très, très différentes et très variées. Et là, aussi des données économiques. Data NP. Alors, je fais une petite parenthèse. Les extraits d'immatriculation ou les extraits CABIS que vous pouviez acheter, aujourd'hui, on a une base nationale qui s'appelle DataNP, et ça permet d'obtenir gratuitement en ligne un extrait d'immatriculation. Alors, ça permet de l'obtenir pour vous, mais aussi, par exemple, vous voulez savoir si une entreprise a pignon sur rue, vous pouvez, en tapant son nom, son sirène, sa dénomination, télécharger une fiche. Euh, voilà, hop, je vais prendre l'entreprise, allez, Martin. On fait. Donc là, il y en a énormément. Je vais prendre la première, et là,
on peut ici télécharger son avis de situation, ce qu'on appelait par le passé le CABIS. Donc ici, vous pouvez télécharger vos documents et c'est même estampillé avec le logo service de l'État. Ça peut être aussi la nomenclature des activités françaises, parce que tout à l'heure, dans le tableau qu'on a vu, on avait les codes d'activité, mais ça ne vous parle pas forcément. Et là, on peut avoir l'équivalent sur le site de l'INSEE, les fameux codes à 4 chiffres et avec une lettre, pour donner l'équivalence de la nomenclature des activités françaises. On peut avoir aussi un site internet mis à jour par les différents partenaires de la région Bourgogne-Franche-Comté, Décida, qui va être un portail pour avoir des données socio-économiques qui peut nous aider lorsqu'on est en train de faire une étude de marché ou de créer son entreprise. Ça peut être aussi la liste des entreprises RGE, euh, reconnues garants de l'environnement pour ceux qui ont des labels, des reconnaissances, France Rénov, Qualibat, Qualifelec, Qualité ENR, pour les différentes qualifications. Là, on est plutôt sur des données, j'avais classées dans le domaine économique, et une dernière catégorie que je vais classer dans le domaine plutôt des données personnelles. Et souvent, là, ça nécessite de créer un compte avec un mail, un mot de passe. Et là, j'ai pris le numéro de compteur. Par exemple, je suis chez Enedis. Enedis, c'est le transporteur d'électricité. Et ben, Enedis propose une fonction qui est gratuite de récupérer ses consommations d'électricité par pas de temps de 5 minutes ou 30 minutes, suivant le type de compteur électrique qu'on va avoir. 30 minutes, c'est le compteur Linky. Et vous avez son petit frère pour le gaz qui s'appelle Gaspard et ça permet pour GRDF d'avoir des données là plutôt à l'échelle journalière. Et c'est des données brutes qui vont être au format CSV comme je vous ai présenté au début. Et on va pouvoir, à partir de ça, de les mettre en forme sous Excel. Donc typiquement, c'est des données qui vont ressembler à ça. Et en utilisant un petit peu Excel, on va pouvoir sortir tout de suite des graphiques et pour voir sa consommation réelle. Alors là, j'ai mis les consommations mois par mois, mais on peut descendre à des consommations par pas de temps de 5 ou 30 minutes et d'avoir des analyses, je dirais, très fines et d'aller comprendre ce qui se passe dans mon entreprise, tout simplement ensuite en vue de faire des économies d'énergie. Voilà, là c'était jour par jour. Donc, est-ce que c'est normal que je consomme le samedi et le dimanche? Ah, ça, c'est des appareils en veille. Ça peut être des fours, des frigos, par exemple, typiquement dans le domaine de l'alimentaire. Et ben, on s'aperçoit que l'impact de mes frigos va être très important sur ma consommation d'électricité. Et ben, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir couper, mais ça me permet d'en prendre connaissance, voire de voir mes consommations au cours d'une journée. Là, c'est une entreprise, par exemple, de travail des métaux. Et on s'aperçoit que la coupure du midi, il y a des machines qui tournent en permanence. Et ben, ça permet de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'entreprise et éventuellement mettre en place des actions correctives si je m'aperçois que j'ai des consommations qui sont trop élevées, très élevées pendant que je ne travaille pas. Il y a peut-être des choses qui tournent alors qu'ils ne devraient pas fonctionner. Et là, c'est au pas de temps je dirais, de 5 minutes, où là, on voit très bien l'impact de la fermeture au mois d'août. Et le reste de l'année, il y a des machines qui tournent en permanence. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer toutes les quoi, des possibilités, j'ai pas toutes les possibilités, mais énormément de possibilités de données que je classe dans l'open data et qu'on va pouvoir analyser, traiter et, euh, et puis de faire avancer son entreprise. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup.